Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Niveau supérieur, sauvegarde en cours. Mais c'est une entrée en matière qui a de quoi surprendre. N'est-ce pas? On se croirait vraiment dans la cinématique d'ouverture d'un jeu vidéo d'aventure ou au beau milieu d'un roman de science-fiction un peu dystopique. Et le plus fascinant, c'est que ça n'a rien d'une fiction. C'est une citation littérale tirée directement des documents au cœur de l'exploration d'aujourd'hui. Oui. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on effectue une plongée documentaire dans deux textes particulièrement denses. On a des extraits nommés « Les parchemins de Bruxelles, l'affaire Renders » et un autre document intitulé « Rapport public vulgarisé d'un URL ». Des titres quand même assez intrigants. Vraiment. Et notre mission pour cette analyse, c'est de comprendre comment un groupe de citoyens anonymes a réussi à bâtir littéralement à partir de zéro une véritable contre-institution numérique. Ouais, une infrastructure technologique Exactement. conçue spécifiquement pour déjouer l'opacité gouvernementale et exposer ce que les auteurs de ces textes considèrent comme des scandales d'État. C'est du lourd, oui. C'est pourquoi il doit être absolument clair pour quiconque écoute cette analyse que nous ne prenons aucun parti. Zéro. On n'endosse d'aucune façon les opinions, les critiques ou les accusations exprimées dans ces textes. Notre rôle ici est strictement analytique. C'est ça. Nous rapportons le contenu de ces sources à titre purement informatif pour décortiquer l'ingénierie, les stratégies technologiques et la rhétorique déployée. Rien de plus, rien de moins. La précision est cruciale. On garde nos lunettes d'analystes impartiaux tout au long de la discussion. Alors, pour bien saisir pourquoi cette forteresse numérique a été construite, il faut d'abord regarder le contexte social qui sert de catalyseur dans le rapport. Le point de départ. Oui. Le document nous plonge au cœur d'une affaire belge, surnommée « Tous fraudeurs ». Selon les sources, il s'est installé une rhétorique étatique très dure, relayée par certaines figures médiatiques. Le texte mentionne d'ailleurs nommément un certain Christophe de Boursu. Oui, qui présume par défaut que les citoyens malades bénéficiant d'aide sociale sont des fraudeurs potentiels. C'est exactement ça. On parle ici d'un renversement total de la charge de la preuve, ce qui modifie profondément la relation entre l'État et la population. Ce qui est fascinant ici, c'est l'opposition conceptuelle que le rapport met en place d'emblée pour justifier ses actions futures. Le fameux contraste. C'est ça. Le document qualifie cette situation de, je cite, « paradigme de l'asymétrie ». D'un côté, on décrit une administration qui exige une transparence totale, immédiate et presque punitive de la part des citoyens les plus vulnérables. Et il donne des exemples très précis. Oui, pour illustrer ça de manière viscérale, les auteurs du rapport sortent des statistiques froides pour utiliser des cas concrets. Ça donne un visage humain à la bureaucratie. L'exemple qui frappe le plus dans les sources, c'est l'histoire de Louise. Le rapport décrit une femme qui lutte contre une récidive de cancer, qui subit des traitements de chimiothérapie extrêmement lourds. Une situation déjà très difficile. Complètement. Et au milieu de cette épreuve physique et psychologique, le 29 novembre, elle reçoit une lettre officielle de l'administration lui intimant alors de se présenter à un contrôle médical le 2 décembre pour justifier de son incapacité de travail. Le 2 décembre, donc on parle d'un délai De 3 jours. 3 petits jours. Et ça inclut probablement le délai postal et un week-end. Tout ça pour prouver qu'elle est bien inapte, sous peine, de voir ses revenus de survie coupés. C'est assez troublant. Qu'est-ce que tout cela signifie pour le tissu social? Le rapport cite même un intervenant à la Chambre des représentants qui s'indigne de cette violence administrative envers une femme en pleine chimiothérapie. Il souligne à quel point le système semble avoir perdu toute souplesse humaine. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, c'est précisément ce niveau d'exigence administrative qui sert de tremplin au reste du document. Les auteurs mettent en parallèle cette transparence forcée imposée à Louise avec l'attitude des plus hautes sphères de l'État. Le fameux paradigme de l'asymétrie. Exactement. Le rapport pointe du doigt le dossier de la Tour des Simences impliquant le ministre Didier Reynders. Et là, le contraste est saisissant. C'est le jour et la nuit. Alors qu'on exige de Louise des preuves immédiates sur sa santé chancelante, l'État se barricade derrière le sceau du secret lorsqu'il s'agit de transactions immobilières et financières colossales, des transactions impliquant des fonds publics. Le niveau de rétention d'informations décrit est d'ailleurs assez vertigineux. Le rapport note qu'une infime partie de ce dossier, le fameux fragment numéro 2442, est classé non confidentiel.
Mais pour tout le reste de la transaction, C'est le silence radio absolu. Les sources mentionnent l'apparition d'un certain Monsieur Ratto, un nom lâché de manière presque évasive lors d'une interpellation parlementaire et qui reste complètement entouré de mystère. ce qui alimente encore plus les soupçons. Absolument. Le texte souligne fortement l'indignation que cette opacité a provoquée dans les débats parlementaires. On y retrouve des expressions néerlandaises très dures, qualifiant la situation de bijzonder lag by de grond et oneerlijk, Ce qui se traduit... par quelque chose de profondément vil, mesquin et malhonnête. Et les sources vont encore plus loin dans la critique en s'attaquant à ce qu'elles nomment le mythe du berceau d'or. Le rapport mentionne une figure politique identifiée comme Mevrouw Bertrand, fort probablement Alexia Bertrand, selon le contexte, Exact. qui est décrite dans les débats comme étant « geboren in een houden vie », née dans un berceau d'or appartenant à l'une des familles les plus fortunées de Belgique. L'image est forte. Protégés par leur patrimoine qui s'érige en gestionnaire intransigeant des deniers publics. Et de l'autre, Des travailleurs épuisés ou des malades comme Louise qui subissent la pression. C'est vraiment cette perception d'une injustice systémique qui structure toute la justification de leur riposte numérique. Bon, et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Face à un tel mur, face à la détresse d'une citoyenne en chimiothérapie ignorée par une structure jugée trop opaque, la réaction documentée n'a pas été de descendre dans la rue avec des pancartes. Pas du tout. La riposte a été purement numérique. Et c'est là qu'on bascule dans une ingénierie d'une sophistication redoutable. On ne parle plus de simple militantisme, on parle d'architecture réseau. C'est de la haute voltige technologique. Les sources nous présentent les architectes de l'ombre de cette rébellion, des individus opérant sous les pseudonymes de Yankeep et Wefyu. Des noms de code. Ouais, ils agissent depuis un profil GitHub nommé Revenvier, qui gère pas moins de 8 répertoires de code source. On entre carrément dans le domaine de la cybersécurité. La transition du militantisme traditionnel vers cette forme de guérilla technologique soulève des défis immenses. Le grand problème pour toute plateforme qui prétend exposer des données sensibles, c'est la survie face aux représailles techniques. Survivre aux attaques. Exactement. Généralement, les entités visées ont les moyens d'orchestrer des cyberattaques massives, comme les attaques par déni de service, les fameuses DDoS. Ça, c'est quand ils inondent les serveurs de trafic jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, c'est ça. C'est en plein ça. Ce que le rapport décrit comme solution pour contrer ça, c'est la mise en place d'une infrastructure à coût zéro. C'est là que je trouve ça brillant. Monter une infrastructure capable de résister à la pression d'un État ou de grandes institutions, ça coûte normalement des milliers de dollars par mois en serveurs dédiés et en pare-feu. Tout à fait. Comment des citoyens anonymes peuvent-ils accomplir un tel exploit technologique avec un budget littéralement nul? Il y a une astuce forcément. L'astuce consiste à détourner la puissance de feu des géants du Web à leur propre avantage. Les concepteurs ont hébergé leur forteresse numérique sur GitHub Pages. Un service qui appartient à Microsoft. Exactement. En faisant ce choix d'architecture, ils placent de facto leurs documents sur l'infrastructure mondiale de Microsoft. Si un adversaire voulait lancer une attaque DDoS pour faire taire ce site citoyen, il devrait littéralement saturer les serveurs mondiaux de l'une des plus grandes entreprises technologiques de la planète. C'est la fameuse stratégie de parasitisme protecteur. Ils utilisent le bouclier d'une multinationale pour protéger une initiative citoyenne, ce qui rend la censure technique quasiment impossible. Et comme le service est gratuit, on ne peut pas les épuiser financièrement. C'est quand même fascinant de voir comment une simple décision d'hébergement se transforme en bouclier géopolitique. Mais l'ingéniosité ne s'arrête pas là. Non, ça va plus loin. Quand on observe l'architecture qu'ils ont choisie pour le site lui-même, on remarque un détail technique pensé pour contrer les piratages internes. Ils refusent catégoriquement d'utiliser une base de données classique. C'est un choix très délibéré. Le site pédagogique utilise une technologie appelée CMS Grave, qui est un système basé sur le modèle Flatfile. C'est une distinction technologique qui fait toute la différence. La très grande majorité des sites Web institutionnels ou commerciaux utilisent des bases de données complexes. Ces bases sont souvent vulnérables à ce qu'on appelle des injections SQL. Ah oui, quand un attaquant insère des commandes malveillantes pour effacer ou voler l'information. Exactement. Un système Flatfile, en revanche, ne s'appuie sur aucune base de données dynamique. Il ne lit que de simples fichiers texte plats déposés sur un serveur. Fait qu'on ne peut pas pirater une base de données qui n'existe pas. La logique est imparable. C'est une architecture blindée par sa propre simplicité. Et cette volonté de contourner la complexité s'applique aussi à la performance du site.
le coffre-fort numérique principal hébergé sur le domaine dl.wifi.eu contient plus de 1160 documents PDF qu'il nomme les dossiers Biologia. C'est massif. C'est énorme. Pour afficher une telle quantité de données sans que le site ne s'effondre sous le poids des visiteurs, ils ont recours à des générateurs de sites statiques nommés Hugo et Jekyll. Donc, si on vulgarise un peu, Au lieu de construire et de calculer l'affichage de la page Web à la seconde exacte où quelqu'un clique dessus, la page est déjà générée, comme imprimée numériquement à l'avance, et prête à être affichée instantanément. Résultat, une vitesse foudroyante et une résilience totale, même lors d'un pic de trafic soudain. indépendamment de la validité de leurs accusations politiques, d'un point de vue purement informatique, cette architecture force le respect. Cependant, la mécanique décrite dans le rapport d'investigation interne, sous la section « Anatomie d'une fuite virale », présente une stratégie de résilience qui va bien au-delà de la simple protection de serveurs. Ah, le fameux protocole de sécurité T-24 heures. Exactement. Un mécanisme qui s'apparente véritablement à un manuel de contre-espionnage moderne. En lisant cette section, on comprend l'ampleur de la paranoïa, ou plutôt de la préparation méticuleuse de ces militants. Concrètement, ce compte à rebours illustre une redondance parfaite de l'information. Comment cette duplication se perd-elle sur le terrain? La procédure est clinique, exactement 24 heures avant qu'une information jugée hautement sensible ne soit rendue publique. Les finances. Oui, tout à fait. À ce moment précis, un processus clandestin s'active. L'intégralité du travail préparé par le compte WEFIeux est secrètement et automatiquement copiée vers une infrastructure miroir, La fameuse copie de sauvegarde. qui est gérée de manière totalement hermétique par l'autre compte, YannKeep, dans un répertoire caché astucieusement nommé plaidoyer. C'est la tactique classique de l'hydre de Lerne adaptée au web. Couper une tête, 2 repousses, si les autorités ou une équipe d'avocats réussissent par un moyen ou un autre à forcer la fermeture du compte principal au moment même de la publication, la victoire est illusoire. La copie parfaite, restée invisible jusque-là, prend instantanément le relais. Le rapport explique que cette compartimentation stricte des profils crée un labyrinthe numérique. Il est conçu pour épuiser les ressources juridiques et techniques de quiconque tenterait d'étouffer l'affaire. c'est machiavélique, mais brillant. Cela soulève une question cruciale sur la dynamique de l'information à l'ère numérique. Posséder une forteresse inattaquable et des protocoles de duplication infaillibles pour héberger des documents confidentiels, c'est une prouesse technique. C'est indéniable. Mais si ces documents sont des bilans comptables austères, des rapports de la Banque centrale européenne ou des retranscriptions de commissions parlementaires de 400 pages, on se heurte au mur de l'attention publique. Exactement. Qui va réellement prendre le temps de lire et de comprendre ces données brutes? C'est le grand dilemme de la transparence quand on y pense. Avoir accès à l'information ne signifie pas du tout qu'elle est compréhensible. Et c'est là qu'intervient l'évolution majeure documentée dans ces sources. L'utilisation du renseignement en source ouverte. Le fameux OSINT, Open Source Intelligence. Le rapport dévoile l'existence d'un Data Hub OSINT caché qui est le véritable cerveau de l'opération et là-dedans opère une intelligence artificielle nommée Claude. Ils ont automatisé l'analyse. Oui, les créateurs de cette plateforme ne se sont pas contentés d'empiler des PDF poussiéreux dans un répertoire en ligne. Ils ont fait digérer toute cette masse documentaire par l'IA. Ils lui ont demandé de croiser des milliers de données financières et des déclarations publiques pour faire ressortir les contradictions étatiques de manière automatisée. L'intégration de l'intelligence artificielle pour traiter l'OSINT change complètement la donne. Mais là où la stratégie devient particulièrement agressive, c'est dans la méthode de distribution de cette information synthétisée. Ah oui? L'empoisonnement SEO? Le rapport décrit cette technique comme une manipulation délibérée de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Habituellement, le SEO sert à attirer un public déjà intéressé par un sujet précis. On optimise pour être trouvé par ceux qui nous cherchent. Exact. Mais ici, l'objectif est le piratage sémantique. Ils veulent forcer l'algorithme de recommandation à proposer ce scandale d'état complexe à des citoyens qui cherchaient, mettons, du contenu de divertissement léger. La méthode pour y parvenir est détaillée dans le texte. Et franchement, elle est folle. Elle repose sur la création d'une URL, l'adresse web du document, complètement surréaliste. Ça ressemble à quoi? À première vue, on dirait qu'un clavier a subi un court-circuit. Le rapport fournit l'URL complète, conçue comme un piège algorithmique massif. Je vais donner quelques morceaux révélateurs. Vas-y!
On y trouve d'abord les balises politiques attendues, des mots comme « Reinders »,« Tour des finances »,« tous fraudeurs »,« confidentiels ». Ça, c'est la couche de base pour capter les journalistes d'investigation ou les analystes politiques. Voilà. Mais ensuite, l'intelligence artificielle a calculé qu'il fallait ancrer cette adresse géographiquement pour tromper les moteurs de recherche locaux. Elle a injecté des marqueurs d'identité culturelle belges. Oui, on y lit des mots insérés artificiellement comme « oufti »,« Bicky Burger »,« Mishpap » ou encore « Baudouin ». Ça force le moteur de recherche à classer le lien comme hautement pertinent pour le public belge. Malin. Mais là où la manipulation prend une ampleur inédite, c'est l'ajout de la culture populaire. L'adresse web dissimule des termes comme Spielberg, Kubrick, Bugs Bunny, Mickey Duck. Il vise un spectre très large. Et ça s'attaque même au marché de l'attention des jeunes en incluant les noms de créateurs de contenu immensement populaires tels que Michou et Squeezie. Pour verrouiller le tout, le rapport pointe la présence d'un bouclier humoristique absurde. Des onomatopées, des trucs comme pif, paf, pouf, bim, boum. Si on regarde ça de plus près, qu'est-ce que ce chaos sémantique signifie concrètement pour la navigation d'un internaute moyen? Ça signifie qu'un adolescent qui tape le nom de son vidéaste favori ou un travailleur qui cherche une simple vidéo divertissante après sa journée risque fort de voir l'algorithme lui pousser cette adresse pointant vers les preuves du scandale de la Tour des finances. Incroyable. C'est une tactique brutale pour faire éclater ce qu'on appelle la bulle de filtre. Cette tendance des algorithmes à nous enfermer dans nos propres habitudes de consommation. Les concepteurs de cette campagne ont compris que la bataille de l'opinion ne se gagne plus dans la rue, mais dans la barre de recherche. Il fallait parasiter le divertissement masse pour briser le silence médiatique. Le rapport avance même une théorie fascinante concernant l'utilisation de ces onomatopées enfantines. Les fameux pif, paf, pouf ne seraient pas là par hasard. Ils serviraient de bouclier psychologique, mais surtout juridique. Ah oui? En noyant des accusations extrêmement graves de collusion et d'opacité financière dans une couche d'humour potache propre à l'esthétique du web, ils rendent toute riposte légale pour diffamation beaucoup plus ardue. C'est difficile pour un ministre d'attaquer solennellement en justice une page web qui se présente à moitié comme une blague de cours de récréation. C'est très bien vu. Et cela nous amène de manière très cohérente à la citation d'ouverture de notre exploration. La fameuse phrase de jeu vidéo. Oui, l'univers du jeu vidéo, les références à la science-fiction, toute cette machinerie algorithmique sert à attirer l'internaute, mais il faut ensuite le retenir. Une fois que cet internaute clique sur ce lien improbable, il ne débarque pas sur un blog militant austère et déprimant en noir et blanc. Non, l'expérience est tout autre. Le domaine principal, ccplycée.eu, déploie ce que le rapport identifie comme une interface FUI. Le fameux FUI, pour Fictional User Interface. C'est un emprunt direct au code visuel de l'industrie cinématographique, ce qui explique au passage l'inclusion de Spielberg et Kubrick dans l'adresse web manipulée. C'est cette esthétique graphique futuriste qu'on retrouve dans les thrillers d'espionnage. Exactement. Conçu pour reproduire l'écran de travail d'un pirate informatique de génie ou le tableau de bord hyper sophistiqué d'une agence de renseignement. Mais pourquoi faire ça? L'objectif de cette interface est de modifier profondément la posture mentale du visiteur. Au lieu de subir une lecture passive et rébarbative de rapports financiers, le citoyen est immergé dans une atmosphère de thriller technologique. Le document source parle avec justesse d'une gamification de la démocratie. La gamification de la démocratie, c'est puissant comme concept. Sur la plateforme, la navigation est ponctuée de mentions comme « qui est la top » ou de messages d'erreur stylisés façon « game over ». C'est un changement de paradigme complet dans la communication militante. L'histoire tragique de Louise, ses 3 jours pour justifier de son incapacité en pleine chimiothérapie, et les questions restées sans réponse autour du dossier Reinders et de M. Ratoldou ne sont plus présentées comme de simples articles de journaux qu'on lit avant de passer à autre chose. Ce sont devenus les pièces d'un immense puzzle interactif. Le citoyen n'est plus un lecteur. L'interface le propulse dans le rôle de l'enquêteur principal. La souffrance sociale et l'opacité d'État deviennent le carburant d'une investigation où l'utilisateur se sent actif. En bout de ligne, si l'on synthétise les implications de cette architecture telles qu'elles émergent des documents analysés, le constat posé par ces militants est radical. Vraiment. Pour eux, l'opacité gouvernementale traditionnelle, celle qui s'abritait derrière la lenteur des requêtes administratives ou l'intimidation juridique, est en train de devenir
technologiquement obsolets. Mais c'est fini! Les grandes institutions se retrouvent désormais confrontées à des initiatives de renseignement en source ouverte qui sont résilientes, décentralisées, impossibles à asphyxier financièrement et massivement propulsées par l'intelligence artificielle pour contourner les algorithmes de censure. Pour notre auditoire, le message de fond qui transparaît de ce rapport donne assurément le vertige. La capacité d'exiger la transparence n'est plus le monopole exclusif des commissions d'enquête de l'État ou des grandes salles de rédaction dotées de moyens colossaux. Non, le jeu a changé. C'est devenu le terrain d'une guerre technologique asymétrique. N'importe quel groupe restreint d'individus astucieux, équipés d'une bonne connexion Internet, d'une maîtrise des failles de l'hébergement gratuit et d'une intelligence artificielle bien entraînée, peut concevoir une machine de reddition de comptes capable d'inquiéter les sommets de l'administration. Et cela soulève, au-delà du cas spécifique abordé dans ces textes, une réflexion fondamentale sur l'avenir de nos démocraties. C'est-à-dire? Si de petits groupes de citoyens anonymes peuvent, dès aujourd'hui et avec un budget de $0, concevoir des machines de transparence inapiratables et piloter des intelligences artificielles pour surveiller les agissements d'un État, combien de temps reste-t-il avant que ce type d'infrastructure analyse préventivement chaque transaction financière publique, chaque ligne de budget, et ce, en temps réel? Wow! On peut légitimement se demander si les systèmes judiciaires institutionnels et les modèles journalistiques traditionnels ne sont pas sur le point d'être complètement dépassés. Dépassés de vitesse et de puissance par la sophistication d'une société civile armée numériquement. Une perspective qui redéfinit totalement le rapport de force entre les institutions et le public. Voilà de quoi laisser quiconque écoute méditer longuement sur cette collision inattendue entre la vulnérabilité sociale, l'intelligence artificielle et la quête radicale de transparence. À la prochaine étude. Sir, we are in launch. Turn your key. Sorry, I'm so sorry. Turn your key, sir.